Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. De l'Australie aux États-Unis en passant par le Japon, le Premier ministre indien mène son offensive diplomatique et multiplie les accolades, tapis rouge et dîner de gala. Pour le défilé de ce vendredi 14 juillet, il était l'invité d'honneur de la France. Narendra Modi est plus que jamais courtisé par les grandes puissances mais refuse de choisir son camp. L'Inde mène cette diplomatie qu'on appelle parfois de multi-alignement, c'est-à-dire qu'elle multiplie les partenariats et n'est pas clairement dans un camp ou un autre. Est-ce que c'est une position tenable pour l'Inde, ça? Ah ben non seulement c'est tenable, mais ça tient depuis son indépendance de 1947. L'Inde n'a jamais mis ses œufs dans le même panier. Je crois que c'est une constante. Alors, c'est vrai pour un certain nombre de pays, mais un pays, par exemple, comme l'Algérie le proclame, sauf que l'Algérie a été quasi alignée sur Moscou pendant des décennies. Bon, ben c'est pas le cas de l'Inde. Et là, on a effectivement la poursuite de cette politique, mais avec plus de succès encore. Hein. Vous demandez si c'est tenable, mais ça l'est d'autant plus que l'Inde aujourd'hui est l'un des grands pays, on va dire, solvables de la zone Indo-Pacifique, d'une part, et d'autre part, c'est l'un des principaux pays craintifs, en quelque sorte, de l'expansionnisme chinois à ses frontières. Autrement dit, on le courtise pourquoi? Parce qu'il se dote de matériel civil et militaire en très grande quantité. Par conséquent, ça intéresse des pays fournisseurs comme la France. Déclaration de l'ambassadeur de l'Inde en France. Je suis convaincu que chaque Indien est fier de voir le monde reconnaître le rôle essentiel de l'Inde. Nous sommes le pays le plus peuplé, avec la population la plus jeune au monde, la plus grande démocratie et la cinquième puissance économique située dans un endroit très stratégique. Est-ce que selon vous, ces propos reflètent une réalité? Le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. Hein. C'est-à-dire que de toute façon, aucun ministre n'a jamais dit écoutez, mon pays est un tout petit pays pourri, il présente vraiment que des inconvénients et c'est vraiment très compliqué pour nous. Et nous sommes moches. Bon. Alors évidemment, là, on a affaire à un ministre qui, conformément à la politique de Narendra Modi, montre ses muscles, s'affirme comme grande puissance montante. Alors c'est pas faux si on considère que l'Inde coche un certain nombre de cases. Alors c'est vrai sur le plan démographique, c'est vrai sur le plan du PIB global, l'Inde qui est devenue la cinquième, sixième puissance économique du monde. Bon, très bien. Tout ça, oui, c'est juste, c'est vrai. Sauf que, bien évidemment, ce ministre ne dit pas que l'Inde présente quand même encore aujourd'hui des handicaps très importants, et c'est notamment vrai sur le plan socio-économique, c'est vrai sur le plan éducatif, c'est vrai surtout sur le plan de la santé. Bon, alors, encore une fois, il est dans son rôle, on ne peut pas lui en vouloir, mais l'Inde est un pays qui monte effectivement en puissance, qu'à un quart. Après, sur la géographie stratégique de l'Inde, si on veut, c'est lui qui le dit. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de pays qui sont en capacité de dire, bah écoutez, regardez, nous stratégiquement on est important. Pourquoi? Parce que nous sommes un hub, parce que nous sommes un État verrou, parce que nous sommes un État détroit, parce que nous sommes un État qui produit beaucoup d'hydrocarbures, etc. Bon, donc oui, c'est vrai, c'est ce qu'il dit est vrai. Simplement, il y a aussi des zones d'ombre et des pondérations à établir. J'aimerais revenir aussi sur un point que vous venez d'aborder, c'est-à-dire la rivalité avec la Chine. L'Inde apparaît comme l'un des rares pays à être en mesure de s'opposer à l'hégémonie chinoise, que ce soit par la superficie de son pays ou sa population. L'Inde, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, a acheté auprès de la France, mais auprès d'autres pays également, plusieurs sous-marins, ce qui ne plaît pas à la Chine, qui s'inquiète d'un possible blocage du détroit de Macao, un blocage qui serait, on peut le dire, catastrophique pour Pékin. De plus, l'Inde est membre de l'alliance informelle du Quad, qui réunit l'Australie, le Japon et les États-Unis. Un facteur d'inquiétude supplémentaire pour Pékin. Autant d'éléments comme ça, est-ce que c'est pas un risque aussi d'escalade dans la région? Si, et c'est d'autant plus vrai, et votre question est d'autant plus juste, qu'en juin 2020, donc c'est très récent, il y a eu, on s'en souvient, dans le Cachemire frontalier, des heurts extrêmement violents qui ont provoqué la mort de plusieurs dizaines de soldats. Et ça intervenait après la guerre de 62 entre l'Inde et la Chine, remportée par la Chine. Mais à l'époque, les deux pays n'étaient pas des puissances nucléaires, aujourd'hui elles le sont. Donc si, il y a un risque d'escalade. Alors il est néanmoins contenu justement par la capacité destructive de chacun des deux pays et par un certain pragmatisme des deux pouvoirs en place. Hein. Je dis pragmatisme avec beaucoup de prudence et je mets des guillemets. Il faut espérer en tout cas qu'il le reste. Après, les Chinois s'inquiètent. Oui, enfin en même temps, l'Inde s'inquiète de la Chine. Et le problème, c'est que vous avez une quinzaine d'États au moins dans l'Indo-Pacifique qui s'inquiètent, eux, non pas de l'Inde, mais de la Chine. Parce que objectivement, c'est quand même la Chine qui entretient un expansionnisme à la fois maritime et terrestre, hein, notamment sur la base des fameuses routes de la soie, qui va jusqu'à croquer, mordre sur, grappiller des zones économiques exclusives. Hein. Je pense évidemment au Spratly, je pense au Paracel et à d'autres archipels de ce type-là, mais aussi dans le Cachemire
indien. Donc oui, bien sûr, chacun s'inquiète de l'autre, mais là encore, je dirais que chacun est dans son rôle. Peut-être pour terminer, une approche peut-être un peu plus internationale, c'est-à-dire de la perception qu'on peut avoir de l'Inde à l'international. Aujourd'hui, on l'a dit, Narendra Modi était l'invité d'honneur de la France à l'occasion du 14 juillet. Beaucoup de partis d'opposition ont décrié cette venue. Justement, on a parlé des problèmes socio-économiques à laquelle l'Inde faisait face, mais il y a aussi également les droits des femmes, des musulmans, des chrétiens. Autant de facteurs qui font parfois peut-être de l'Inde un allié un peu gênant. Est-ce que c'est un constat que vous pouvez partager, où le poids de l'argent, si je puis m'exprimer ainsi, balaye un peu tous ses défauts? C'est le sempiternel dilemme diplomatique et quasiment philosophique en fait pour les démocraties. Le problème c'est que si le défilé du 14 juillet ne voit comme invité que le grand-duc du Luxembourg, si vous voulez, ça va être un petit peu limité. Pour un pays comme la France, on va vendre assez peu de Rafales. Donc vous voyez bien où je veux en venir. L'Inde aujourd'hui connaît effectivement des problèmes et connaît une évolution qui effectivement n'est pas considérée comme propice à la libéralisation en termes de droits de l'homme. C'est vrai d'ailleurs, ce que vous avez dit aussi, c'est des pressions sur les médias, sur la communauté musulmane. Le problème, c'est que tout est toujours très relatif. Et si, d'abord, parce qu'il faut malgré tout discuter avec tout le monde, ensuite, avec presque tout le monde, pas avec les génocidaires, mais là on n'y est pas. Donc avec en tout cas presque tout le monde. Ensuite, parce que tout est relatif et que le régime indien aujourd'hui est de loin, pas le pire en termes de droits de l'homme. Et puisque on évoque l'Inde, écoutez, lorsqu'on reçoit un président ou un premier ministre ou un ministre des Affaires étrangères chinois, on peut lui tirer beaucoup plus fortement encore les oreilles. Et je vous passe des régimes dans le monde arabo-musulman ou sur le continent africain qui respectent encore moins les droits de l'homme. Donc, je pense que vous avez répondu à votre propre question et voilà l'élément, j'allais dire, du dilemme absolument constant qui existe pour les démocraties. Eh bien, écoutez, ça fera office de conclusion. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos Merci questions, à Frédéric vous. Ancel. Très bonne fin de journée à vous. Au plaisir. Au revoir.